Merci. Dernier orateur inscrit, Monsieur Paul Molac, pour 10 minutes. Salut. Merci. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, Aleita jacta est, le sort en est jeté. La délimitation des régions est faite, ou presque. Je dois reconnaître que cela s'est passé avec une rapidité record. Moins de 7 mois entre le communiqué de presse du Président de la République annonçant une nouvelle carte avec 14 régions et aujourd'hui le vote définitif du projet de loi. On nous a dit que cette carte avait vocation à demeurer stable pour les 50 prochaines années. Si je ne doute pas que dans certains territoires, comme la Normandie, ce sera le cas, et je l'espère pour encore plus longtemps, dans d'autres, on peut être amené à en douter. Je pense notamment au cas des fusions forcées. Dans le cas le plus emblématique reste celui de l'Alsace. Comment croire que la région Grand Est pourra fonctionner alors que cette région voit l'opposition à la fois des élus et de la population alsacienne ? Donc, que restera cette région dans les années à venir? Nous le verrons bien. De même, on aimerait que cette carte ne soit pas figée pour 50 ans pour la région Bretagne, que le département de Loire-Atlantique a vocation à réintégrer. Hélas, le gouvernement a choisi de faire des fusions bloc par bloc et le processus improprement appelé droit d'option, que j'appellerais plutôt droit de choisir, est un leurre puisque la région de départ aura toujours un droit de veto et cela à la majorité des 3/5. Mais en plus, la carte ne pourra être modifiée que pendant 3 ans, du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019. Et pourtant, nous avons été nombreux sur les bancs de l'Assemblée nationale pour dénoncer le verrouillage de ce droit d'option jusqu'à notre président de la Commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, afin de permettre à un département de rejoindre une autre région. Nous avions d'ailleurs fait remarquer que le principe d'un vote de la région de départ représentait un risque d'inconstitutionnalité. Il n'y a en effet strictement aucune raison de demander l'accord d'une région sur le départ de l'un de ses membres, sauf à admettre le principe anticonstitutionnel que la région puisse exercer une tutelle sur une autre collectivité, c'est-à-dire un département. Car les départements n'ayant pas créé la région ne peut empêcher une collectivité autonome par la Constitution de suivre sa voie dans son ressort ou dans une autre région. Le devenir d'un département regarde donc son conseil départemental et sûrement ses habitants, et pas la région qui la chapeauterait. La seule autre possibilité constitutionnelle est que le devenir d'un département regarde l'État, le Parlement, mais le projet de loi a posé comme principe un regroupement bloc par bloc, sans jamais toucher au département qui la compose, donc acte. Je regrette que nous n'ayons pas pu déposer d'amendement en 4e lecture. Je reste dubitatif. Les sénateurs n'étaient pas suffisamment au courant de la doctrine de l'Assemblée nationale sur l'article 45 de la Constitution, ce qui nous empêche de déposer les amendements qui ont été adoptés au Sénat en 3e lecture. Diantre. J'aurais ainsi déposé 2 amendements, en particulier le premier visant à laisser l'Alsace seule, le second visant, quant à lui, à rendre le droit d'option plus souple en proposant à la région d'origine que la région d'origine ne puisse pas s'opposer, évidemment, au départ d'un département. Un droit de veto au 3/5 négatif, en somme, cela nous aurait été. Alors, après la publication de cette loi, donc, je dirais que la balle sera désormais dans le camp des élus locaux, sans l'être exclusivement, puisque nous espérons que le peuple aura son mot à dire. Nous avions également proposé des mécanismes d'initiative citoyenne, tous rejetés par le gouvernement et notre rapporteur, pour qu'en cas de blocage des élus, la parole puisse, in fine, revenir aux citoyens eux-mêmes. Au niveau de l'Ouest, la Bretagne n'a pas été fusionnée contre son gré. Nous le devons certes à nos ministres, à notre président de la Commission des lois et à certains députés. Je le dis car je ne voudrais pas qu'il soit fait de faux procès. Mais que d'espoirs déçus et de blessures ravivées quand un projet de redécoupage que nous attendions depuis des décennies ne répond justement pas à une des plus vieilles et fortes revendications. Je disais, ma première manifestation, je l'ai faite à 16 ans, en 1976 à Nantes, justement sur cette question. On ne pourra pas me taxer d'être une girouette. Alors, qu'à cela ne tienne, comme on dit en breton, nous sommes des pencalettes, c'est-à-dire que nous poursuivons notre travail de conviction avec constance et ténacité, pas évidemment pour des raisons simplement historiques et culturelles, ou un supposé repli sur soi. On sait qu'en Bretagne, ce n'est pas le cas. Juste une petite chose, la crainte de l'autre,
l'islamophobie sont en effet moins marquées en Bretagne que dans le reste de la France. Selon une enquête réalisée par l'Institut TMO Région en janvier 2004 sur l'immigration, 21% des habitants de Bretagne pensent qu'il y a trop d'étrangers en Bretagne, quand 66% des Français partagent cette opinion. Par ailleurs, pour 63% des habitants de Bretagne, on peut devenir breton si on aime la Bretagne, même si on n'y est pas né et si on n'est pas des parents bretons. C'est ainsi que cette conception ouverte de l'identité bretonne amène à ce que 58% des personnes n'ayant pas de parents bretons et n'étant pas nées en Bretagne se sentent bretons. On aimerait la même confiance dans la population française quand on voit un essayiste, par exemple, qui stigmatise les émigrés et un parti politique qui propose de rétablir la torture. Ça laisse quand même rêveur sur un repli identitaire qui, celui-là, n'est pas celui des régions. Non, mes chers collègues, s'il faut continuer à convaincre que la réunification de la Bretagne, c'est un combat d'avenir, c'est parce qu'elle permettra d'améliorer les réponses publiques aux besoins des personnes, des entreprises et des territoires pour renforcer le développement économique, social, environnemental et culturel, ainsi que la cohésion sociale. L'avenir de la Bretagne, ce pourrait être également une assemblée unique avec la fusion des différents départements. Bien au-delà de la Bretagne, je rappelais une dernière fois, ce qui nous amène nos critiques générales sur cette loi. En effet, nous ne regrettons jamais assez la logique technocratique qui nous a conduit à ce qu'une telle carte soit imposée par le haut. Elle aurait très bien pu être construite, comme l'ont été les communautés de communes, avec une période probatoire, par des élus s'arrangeant localement. Car nous ne voyons pas la clarté et la cohérence de cette carte, ni sur quels critères elle a été décidée. Pourquoi s'arrêter au chiffre arbitraire de 13 Comment expliquer qu'une région ait pu, en l'espace de quelques semaines, être fusionnée avec bien d'autres régions? Nous avions pourtant proposé d'avancer sur la question des redécoupages en permettant un ajustement démocratique. C'était ce fameux droit d'option. Alors, j'aimerais répondre également à quelque chose qui est le Pays basque. On nous a dit que ce n'est pas parce que le Pays basque est en Aquitaine qu'il n'est plus basque. Oui, sauf que la défense de la langue basque, par exemple, se fait par des politiques publiques. Il a fallu que les Basques créent un syndicat en faisant rentrer les communes une par une pour pouvoir mettre en place un certain nombre de politiques publiques. Ils l'ont fait évidemment parce qu'ils en avaient la volonté, mais ils ont été particulièrement tenaces et ça a été particulièrement long. Il y a un autre aspect qui fait que ces politiques publiques sont efficaces, c'est que tout simplement la partie basque du territoire français est tout simplement aidée par la partie espagnole, qui, elle, fait des émissions de télé en basque. En fait, c'est les Espagnols qui payent pour la télé basque en France. Ce sont eux aussi qui payent un certain nombre de collèges. Par exemple, les collèges qui sont en immersion. Donc vous voyez bien que la défense d'une identité ne peut pas rester ad vitam aeternam. Il faut évidemment des politiques publiques pour ça. S'il n'y en a pas, de toute façon, ça disparaîtra. Donc c'est faux de nous dire qu'effectivement, quand on est dans une grande région, eh bien ça suffit et que nous continuerons à être bretons, par exemple, par l'opération du Saint-Esprit. Non, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Donc, car pour faire des régions puissantes, ce n'est pas tant le poids démographique et la taille d'une région qui importent, mais bien sûr, le sentiment d'appartenance, les moyens financiers, les compétences transférées, les pouvoirs réglementaires adéquats. Et l'examen du projet de loi sur les compétences des régions actuellement en cours au Sénat n'est pas pour nous rassurer sur la volonté de renforcer cet échelon territorial à la hauteur des défis futurs. C'est pourquoi, mes chers collègues, notre groupe votera une nouvelle fois majoritairement contre si ce triste projet de loi, s'il devait en rester là, dans les 50 prochaines années, laisserait encore de profondes blessures ouvertes. Je vous remercie. La discussion générale est